Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission des excentrés qui sera un peu particulière puisque ce soir notre présentateur sera le pape. Bonjour, bonsoir à tous, je suis Marc, ou plus connu sous le nom de Le Pape, et aujourd'hui je vais vous présenter cette émission ainsi que toutes les prochaines, je l'espère. Donc c'est parti, je suis accompagné ce soir de Pierre. Bonjour Pierre. Bonsoir. Bonsoir plutôt, quoi, on sait pas trop. Je suis accompagné aussi de Mathieu. Mathias, mais c'est pas grave. Ah oui, Mathieu. Quand même, hein. Et aussi de Thibaut. Bonsoir Thibaut. Bonsoir, bonsoir. Alors du coup on va commencer par Pierre qui fait partie de l'émission et qui lui a la partie dans la bobine, donc il nous parle de films, etc. Et aujourd'hui vous nous parlez de Terminal, c'est ça? Oui, très bien. J'allais commencer avec est-ce que vous avez déjà pris l'avion? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'attendre des heures pour une escale entre deux vols? Non, j'ai jamais décollé les pieds du sol. Moi si, une Si, seule si. fois, mais bon, c'était pour partir en Bretagne, donc C'est pas plus beaucoup de temps. exotique. Voilà, c'est ça. Eh bien, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je vais donc vous parler du film Le Terminal. Alors, Le Terminal, c'est une comédie-drame sortie en 2004 et réalisée par le génie, le grand, le seul, l'unique, l'indétrônable Steven Spielberg, qu'on ne présente plus, qui a réalisé le meilleur film de tous les temps, Jurassic Park, ainsi que les films Il faut sauver le soldat Ryan et Les Dents de la Mer. Vous l'aimez bien Spielberg? Oui, c'est un bon copain. Dans le film, on suit donc Victor Navorsky, qui est un de ces milliers de touristes venus des quatre coins du monde qui débarquent chaque jour à l'aéroport JFK de New York. Mais à quelques heures de son arrivée, voilà qu'un coup d'État bouleverse son pays d'origine, la Cracovie, mettant celui-ci au banc des nations en faisant de Victor un apatride, un homme sans patrie. Désormais dans une faille administrative, les portes de l'Amérique se ferment devant lui, alors même que se bouclent les frontières de son pays. Victor est bel et bien coincé dans l'aéroport. Victor est donc joué par le cultissime Tom Hanks, qui joue ici un étranger au fort accent d'Europe de l'Est, ne parlant pas un mot d'anglais, et le directeur de l'aéroport est joué par un acteur que j'adore, Stanley Tucci, avec sa chauvitude, son flegme, son style, son swag et son jeu d'acteur parfait. Il a également les mêmes lunettes que moi dans ce film, ce qui en fait un élément non négociable pour l'apprécier. Stanley Tucci, c'est aussi le styliste dans le film Le Diable s'habille en Prada, c'est également le présentateur d'Hunger Games et plein d'autres rôles, mais je vais arrêter ici de vous parler de l'amour que je porte à Stanley Tucci. Et vous me demandez sûrement comment un film de 2 heures peut tenir avec une histoire d'un type juste bloqué dans un aéroport. Eh bien c'est sous-estimer le génie de Steven Spielberg et la capacité de l'acteur Tom Hanks à s'adapter à n'importe quel rôle. En effet, Le Terminal est un feel-good movie où malgré le sort du personnage principal, il arrive tout de même à s'adapter à n'importe quelle situation et à même apprendre l'anglais. Bref, la prochaine fois que vous prenez l'avion et que vous vous retrouvez en escale, surtout pensez bien à vérifier la date de validité de votre passeport, mais si vous avez 2 heures devant vous, n'hésitez pas à regarder ce film qui est disponible sur Netflix il me semble. C'est tout à fait vrai, et puis en plus, c'est quand même quelque chose d'assez drôle, puisque il y a Tom Hanks, et puis voilà, c'est quand même Spielberg qui fait le film, donc on adore. On va continuer avec Mathias, qui lui a la partie de l'émission qui s'appelle Patate douce et iroquoise, donc vas-y, je te laisse parler d'Ultra Vomit. Eh ben c'est parti. Alors aujourd'hui on va encore mélanger de la musique et de l'humour. Je vous avais fait découvrir les fantastiques Doigts dans ta sœur qui faisaient du punk humoristique, les extraordinaires Salut c'est cool qui faisaient de la techno rigolote, et maintenant je demande de faire place au métal euphorique. On commence direct avec le nom du groupe, Ultra Vomit. Formé en 2000, la légende dit qu'ils se sont rencontrés dans un kebab, mais le mystère demeure encore. Ce sont 3 potes à la base, Fetus, le guitariste et le chanteur, Chris, le bassiste, et Stick Killer à la batterie. À la base, les 3 potes sont un groupe de death grindcore qui a éclos dans la ville de Nantes. On trouve dans leur musique beaucoup de références et de clins d'œil à de nombreux artistes de tout genre de musique. Le groupe fait beaucoup de parodies de chansons, notamment comme Pour un flirt de Michel Delpech, qu'ils intitulent Pour un moche en version punk hardcore, et franchement, elle est pas mal. Il y a aussi d'autres musiques un peu plus légères au niveau des paroles comme Pipi vs Caca. Après tout, on peut se le permettre. Passionné aussi par les vieux cartoons, on retrouve beaucoup de références à ces merveilleux dessins animés. Prenons l'exemple de certains de leurs clips sur YouTube où on peut voir en fond la fameuse image de Warner Bros Pictures. Tu vois de quoi je veux parler? Oui, le cercle avec That's All Folks. Ouais, voilà. Mais leur concept leur vaut un certain succès car leur premier album, Kebab is at Bird, donc peut-être que la rumeur sur la rencontre du kebab est peut-être vraie, sorti en 2002, s'écoule à 500 exemplaires et se vendent comme des petits pains ou comme des petits kebabs.
Il signe alors avec IVG Prod et Oblitération Records pour enregistrer en 2003 leur deuxième album qu'ils appellent Monsieur Patate, qui sortira en avril 2004 en 1000 exemplaires et qui se verra réédité en septembre. En 2005, leur bassiste est renvoyé et remplacé par plusieurs bassistes par-ci par-là. Serait-il la fin d'Ultra Vomit ? Et non, leur nouveau bassiste se nomme Flocos. Il faudra quand même attendre 2008 et leur nouvel album Objectif Tune pour pouvoir secouer la tête au rythme du métal. Et oui, des métalleux qui sont un peu michto, on aurait pu l'imaginer. Mais ça avait l'air trop beau pour être vrai, car après la sortie de cet album, ils ne donnent plus aucun signe pendant 9 longues années. La vraie fin de l'histoire viendrait-elle de tomber ? Et nom de Dieu, toujours pas. Ils ressurgissent du passé tout poussiéreux avec le Graal en disquette. Panzer Surprise est né. Alors Panzer Surprise, je ne sais pas trop, le char allemand, tout ça. Pourtant, ils ne sont pas nazis, mais c'est vrai que les métalleux, j'ai remarqué, ont certains problèmes avec la Seconde Guerre mondiale et Adolf Hitler. Non mais c'est vrai, il faut le dire. Voilà, donc si vous voulez vous énerver et rigoler en même temps, allez donc écouter leur musique. Et je vous dis à la semaine prochaine où on découvrira un petit groupe de ska jamaïcain anglais qui est assez sympathique. Eh bien, on leur souhaite bien du courage pour retourner sur la Scène. Sur la scène, voilà. Et donc, du coup, on va continuer avec Thibaut qui finira cette émission avec l'histoire du soir. Alors, allez-y, Thibaut, c'est parti. Bon, alors, j'ai l'impression qu'on est sur l'émission des superlatifs avec l'extraordinaire groupe Ultra Vomi, l'incroyable réalisateur Steven Spielberg. Donc, moi, je vais vous parler de l'homme le plus anachronique de la Seconde Guerre mondiale. Vous connaissez sans doute un Churchill pendant cette époque, mais je vais vous parler d'un second. Pas de la même famille, juste le même nom. Jack Churchill. C'était un soldat qui s'est engagé dans la guerre parce que ça avait l'air marrant. Évidemment. Et lui, en fait, il a décidé de pas suivre la technologie de son temps. On lui a donné une arme, il a fait « Non, moi je vais y aller à l'arc long ». C'est le seul homme à avoir un mort confirmé avec un arc long, et comme il l'a eu avec l'arc long le plus perfectionné de son époque, c'est le tir le plus long de l'histoire. Et après, il s'est dit que quand même l'arc long c'est pas pratique quand il faut charger. Il faut une arbalète. Non, il a décidé de récupérer une épée à deux mains écossaise et il chargeait sur les lignes adverses en criant le plus fort possible. Ce qui lui a valu son fameux surnom, le fou. Alors, en même temps, je peux comprendre qu'un homme qui chargeait avec une épée écossaise en criant pour intimider les adversaires, ça gardait quand même. Il joue clairement pas le même jeu, quoi. Lui, il a vu l'époque, il a fait « Non, j'ai bien aimé Highlander, mais je vais refaire la même chose. » Et après aussi, si on veut continuer dans l'extraordinaire, cet homme a été capturé plus de 40 fois et il s'est évadé en 2 jours. Sauf une fois où il a mis 2 semaines à revenir, et quand on lui a demandé « Mais comment vous êtes venu ? Pourquoi vous avez pris autant de temps ?» Je m'ennuyais. Donc, dans les catégories des soldats de la Seconde Guerre mondiale qu'il faut retenir, je pense que Jack Churchill, c'est quand même un nom à garder en tête. Et comment ça se fait qu'il s'est jamais fait tirer dessus super facilement, quoi, comme dans Indiana Jones ou... Ben, je pense qu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui vous charge dessus avec une épée qui fait 2 mètres en criant tous vos poumons, vous êtes plus occupé à vous demander qu'est-ce qu'il fait là, lui, plutôt qu'à lui tirer dessus. Ouais, c'est vrai, ça se défend. Un sacré énergumène. Bon, bah ceci est la fin de l'émission, j'espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à rester là pour la semaine prochaine et nous continuerons avec une deuxième émission. Salut à tous! Salut! Ciao! Ciao.